Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali. Et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui accompagnée d'Estelle qui va nous partager le processus de retour en France qu'elle a vécu. Donc là, en fait, Estelle a vécu 3 retours en France. On va se concentrer sur le dernier retour en France. Et la particularité d'Estelle, c'est qu'elle a été expatriée au Japon. C'est un pays qui n'a pas encore été abordé dans le podcast. Donc ça va être intéressant de creuser un petit peu les différences peut-être culturelles et toute l'adaptation qu'on va avoir besoin de mettre en place quand on rentre, parce que la culture, elle est quand même différente, mais peut-être pour plein d'autres sujets, c'est toi qui nous diras. Donc merci d'être avec nous, Estelle, et je te laisse te présenter en 3 mots que tu peux nous expliquer. Merci Magali. Déjà, merci de m'avoir invitée sur le podcast. Je suis super heureuse de partager ça avec toi et avec tout le monde. Alors, en 3 mots, comment me présenter? Je suis Estelle, donc j'habite dans le Nord, à Pont-à-Marc. Si je devais me décrire du coup en 3 mots, j'en ai 2. Le troisième, j'arrive pas trop à le trouver. Mais déjà, je pense que je suis quelqu'un de curieux. Je suis assez curieuse. Pas pour tous les sujets, mais j'ai une forte curiosité quand même, et ça me pousse à aller vers les gens, et c'est aussi ça qui me pousse dans les voyages, quoi. La recherche de la connaissance d'une autre culture, etc. Donc ça, je pense que c'est un trait de caractère, c'est un de mes traits de caractère. Je pense aussi que je suis quelqu'un de passionné. Ça a l'air positif, mais ce n'est pas tout le temps le cas. C'est-à-dire que je suis passionnée. Ça peut être des fois débordant, quoi. Donc voilà. Je pense que je suis passionnée dans tout ce que je fais. Troisième mot pour me décrire, je vais essayer de trouver quelque chose de positif pour terminer sur du positif. Est-ce que Je moi je peux en dirais rajouter un? ouais, vas-y. Peut-être que ça peut être intéressant pour la communauté, c'est qu'aujourd'hui tu es maman. Oui, maman. Ouais. Exact. Je te laisse nous partager le troisième si t'en as un. Non, mais c'est très bien. Ouais, je suis maman d'une petite fille de 9 mois maintenant, donc c'est aussi une grande aventure. Il y a pas de retour en France impliqué, mais c'est une grande aventure aussi. Ouais, je trouve Voilà. que là, c'est aussi intéressant pour la communauté de savoir un petit peu qui est-ce qui se cache derrière ces épisodes. Donc, c'est pour ça que je l'ai mentionné. Ouais. Donc, merci pour ta présentation. Alors, comme je le dis souvent, avant de parler du retour, j'aime bien qu'on fasse un petit retour en arrière pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette expatriation et dans ce projet à l'étranger. Comme je le disais, là, on va faire principalement un focus sur ton troisième retour en France. Dis-nous dans quel contexte tu pars et pourquoi tu pars au Japon. C'est un contexte, oui, assez particulier, parce que je pense qu'il y a pas forcément beaucoup de gens qui osent faire ça, mais ce qui se passait, c'est que moi, j'étais salariée depuis 3 ans dans une université à Lille. Mon conjoint également était salarié depuis 3 ans, et en fait, on a tous les deux décidé d'abandonner le navire. Non, mais voilà, on a quitté tous les deux nos postes respectifs pour vivre notre aventure au Japon. Comme tu l'as mentionné, là, on va parler de mon dernier retour, mais en fait, je dois mentionner le premier, puisque ça a un lien, c'est que mon conjoint et moi, on a le Japon en commun. Je pense que vous l'avez compris maintenant. On avait tous les deux déjà fait un échange universitaire au Japon, séparément. Et notre projet, c'était de repartir au Japon, mais cette fois-ci ensemble. Et voilà, on n'avait pas vraiment pensé à d'autres manières que de partir comme ça à l'aventure. Donc on est parti en février 2019, on va dire sac à dos, avec le projet de trouver un travail là-bas, sachant qu'au Japon, on peut rester 90 jours sur le territoire sans visa.
Donc on s'est dit qu'on allait essayer de trouver un travail dans ces 3 mois. Ça n'a pas été le cas pour plein de raisons que j'expliquerai peut-être plus tard. Donc on est rentré une semaine très rapidement en France pour faire notre PVT et ensuite on est resté en PVT. Voilà. Mais techniquement, alors, si on trouve du travail pendant ces 3 mois, comme ça, un visa touriste, tu peux pas travailler pendant ces 3 mois. En fait, l'objectif, c'était de, mais tu me demandes si je me trompe, l'objectif, c'était de profiter de ces 3 mois en touriste pour trouver un emploi pour démarrer le PVT. Exactement. L'objectif, pas forcément le PVT. En fait, notre objectif, c'était de trouver un employeur qui pourrait nous sponsoriser potentiellement pour un visa de travail directement. Ça aurait pu être aussi PVT, mais on va dire que notre objectif principal, c'était quand même de rester vraiment beaucoup plus longtemps au départ. Ça s'est pas fait, mais oui, c'était ça l'objectif. Et en fait, c'est assez compliqué au Japon. Ouais, donc c'est quand même assez intéressant de voir que finalement l'idée c'était pas forcément le PVT, l'idée c'était les 3 mois pour trouver du travail, s'installer là-bas et finalement comme t'as pas, enfin comme vous avez pas trouvé, vous avez dit bon bah c'est tout, on tente le PVT comme ça c'est quand même assez facile pour avoir ce visa-là et ça nous laisse 1 an devant nous pour essayer de voir ce qu'on arrive à faire. Exactement, c'était exactement ça. En partant pour les 3 mois, on avait déjà l'idée du PVT en backup, on va dire. On savait que si on réussissait pas, on ferait notre PVT. Vous rentrez en France, une semaine, vous faites la demande de PVT et vous partez 1 an en PVT tous les deux. Qu'est-ce qui se passe dans ce PVT pour toi? C'était rigolo, c'est que juste avant de rentrer pour faire mon PVT, j'avais recontacté l'université dans laquelle j'avais fait mon échange, en leur disant, donc une professeure qui me suivait en particulier, en lui disant, en fait, je suis au Japon, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de vous contacter avant, etc. Et elle me dit, oh mais ça tombe bien, on cherche un professeur de français. Donc vraiment, gros coup de chance. Juste avant de rentrer en France pour faire mon PVT, j'ai rencontré ma professeure qui m'a expliqué un peu voilà, ce qu'il cherchait. L'idée, c'était que je sois employée. Après, comme c'était un peu les tout débuts, j'étais vraiment pas sûre qu'ils me sponsorisent pour un visa de travail, on va dire, de vraiment visa de travail. Donc j'ai quand même décidé de rentrer en France pour faire mon PVT et je m'étais dit après je transformerai mon PVT en visa de travail, ce qui s'est passé, ce que j'ai vraiment réellement fait. Ok, et t'aurais pas pu faire ta demande de PVT depuis le Japon? Non, c'est pas possible parce il faut retirer il faut présenter son passeport en présentiel, donc faut aller à l'ambassade du Japon en France physiquement. Ok, donc ça veut dire que toi, pendant ton année de PVT là-bas, t'es prof, Exactement, ouais. ça dure toute l'année. Alors non, parce que quand je suis rentrée de cette petite semaine de France pour faire mon PVT, l'année scolaire au Japon était déjà entamée. J'étais prévue pour intégrer l'université en septembre. Donc les mois de juillet, août, j'ai dû quand même trouver des petits boulots intermédiaires, toujours en fait en rapport avec la langue française et anglaise. J'ai donné des cours de conversation particuliers. Il y a pas mal d'entreprises en fait au Japon qui font ce genre de choses, qui proposent ce genre de service à des salariés en fait japonais qui veulent parler anglais, qui veulent améliorer leur anglais. J'ai fait ça et puis après j'ai aussi fait un petit job, ça n'existe pas du tout chez nous, mais c'est des clubs de conversation en fait en anglais. Donc j'étais animatrice, il y avait un groupe de personnes qui venaient dans un café. Et moi, j'étais animatrice et je devais animer la discussion, en fait. Je pense qu'en France, ça se fait de manière informelle, comme des clubs de langue ou des choses comme ça, peut-être plutôt pour les étudiants. Mais là, c'était vraiment des gens de tout âge et c'était encadré, quoi. C'était pas du tout bénévole. J'étais payée pour faire ça. Donc, c'est assez particulier. J'avais jamais vu ça nulle part ailleurs avant. Merci pour le partage de cette expérience de vie au Japon. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette vie au Japon que vous avez réussi à avoir tous les deux? Comme c'est un pays un petit peu particulier dont on parle un peu moins, peut-être que ça peut être intéressant en quelques mots que tu nous expliques comment tu t'es senti là-bas et ce que vous avez réussi à construire en étant là-bas. Oui, c'est vrai que le Japon, c'est vraiment particulier. Quand on y va en tant que touriste, c'est une chose. Quand on y habite, c'est complètement autre chose. Il faut savoir que
Au Japon, il y a beaucoup de petites règles de vie tacites, en fait, qui sont pas écrites nulle part. Il faut vraiment les deviner, il faut observer beaucoup. Tiens, ça aurait pu être mon troisième mot pour me qualifier, observatrice. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai développé là-bas, c'est qu'il faut vraiment, vraiment observer comment vivent les gens, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Nous, en fait, on avait déjà vécu au Japon, donc on connaissait certaines choses. C'est vrai que ça nous a aidés, mais on en a aussi découvert beaucoup. Mettre les pieds dans le plat, la langue, c'est déjà un choc assez fort, parce que on a beaucoup de personnes à qui j'en parle me disent: «Ah, mais les Japonais ne parlent pas anglais». Eh bien non, c'est quelque chose qui est assez peu connu, mais non, les Japonais ne parlent pas très bien anglais. Les jeunes, de plus en plus, j'ai vraiment vu une différence depuis 10 ans, depuis la première fois où j'y avais été. J'y suis retournée récemment et c'est vrai qu'on voit quand même une petite amélioration, mais c'est vrai que les Japonais ne parlent pas très bien anglais, donc pour se débrouiller là-bas, c'est les signes, les gestes et si on parle un petit peu japonais, on peut se débrouiller. Un conseil que je peux donner à toute personne qui aimerait s'installer au Japon ou même visiter, hein, ce serait apprendre quelques petites bases, quoi. Donc la langue, ça c'est quelque chose qui est vraiment totalement différent et c'est difficile à dire, mais tout ce qui est us et coutumes, en fait. La nourriture, même les restaurants, en fait, c'est assez différent, la façon d'aborder les repas. Je suis bien française, hein, je parle de nourriture. Mais la façon d'aborder les repas, la façon d'aborder les relations interpersonnelles, c'est-à-dire que chez nous en France, ben, si on se fait des amis, on les invite à la maison, prendre un repas. Au Japon, ça ne se fait pas. Ou les amis japonais qu'on s'était fait, on les rencontrait à l'extérieur, dans un endroit, on va dire neutre, on va dire un café, un resto. On a été invité une fois chez une amie, mais c'est vraiment très très rare. Donc ça, c'est vrai que ça peut être perturbant parce qu'on se dit, bah, est-ce qu'ils nous aiment pas? Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi ils nous invitent pas chez eux? Mais non, en fait, c'est juste que c'est comme ça. Et puis il y a aussi la logistique, hein, les maisons japonaises sont aussi petites. Donc voilà, il y a tout ça, il y a les relations hiérarchiques aussi, si on y va pour travailler, c'est vraiment différent. Et en plus, c'est différent d'un secteur à un autre, d'une entreprise à une autre. Donc c'est vrai que c'est assez, ça peut être assez, ça peut amener des frustrations, ça peut être perturbant et ouais. Est-ce que tu parles le japonais? Ça dépend ce qu'on entend par parler japonais. Je me débrouille, je pense. J'arrive à comprendre la plupart des choses qu'on me dit, sauf si on parle très très vite. M'exprimer, c'est un peu plus compliqué, surtout depuis que je n'y vis plus. J'ai beau prendre des cours de japonais toujours, ça reste quand même compliqué de m'exprimer. Je pense que du point de vue d'un japonais, je dois parler comme un enfant de 5 ans, quoi. Mais oui, je parle un petit peu, ouais. Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, on avait déjà fait un article de blog avec Estelle qui justement nous partageait un petit peu son expérience de vie de PVT, enfin dans le cadre de son PVT au Japon. Donc je vais mettre le lien et pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet, vous pourrez creuser le sujet et en savoir plus sur le parcours et découvrir les conseils d'Estelle. Maintenant, parlons du retour en France. Dans quel contexte vous rentrez et qu'est-ce qui te pousse à rentrer en fait? Qu'est-ce qui fait que vous rentrez? Là aussi, c'est assez rocambolesque. Je suis rentrée, enfin, on est rentré en mai 2020. Je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé en 2020. Et bizarrement, en fait, ce n'est pas du tout la crise du Covid qui nous a poussé à rentrer. On avait déjà en fait pris la décision de rentrer avant que le Covid soit identifié. Je pense que le Covid a été identifié en janvier, je pense, 2020. On a commencé à en parler en décembre 2019. Ça a commencé à vraiment être mis sur le tapis vraiment en janvier 2020. Mais nous, on avait déjà pris la décision de rentrer en décembre. Je pense qu'on avait pris cette décision. Tout simplement parce que notre PVT arrivait à sa fin. Pas le mien, puisque j'avais un visa de travail. Le PVT de mon conjoint, par contre, arrivait à sa fin.
Et il n'avait pas vraiment réussi à transformer, lui, son visa en visa de travail. Voilà, ça c'était la suite logique. Ça a été un peu compliqué pour moi, du coup, parce que, ben, moi, pour le coup, j'avais un visa de travail, je pouvais rester plus longtemps, je voulais rester plus longtemps et je lui en ai beaucoup voulu alors que, ben, c'est pas de sa faute, hein, il le sait, s'il écoute, il le saura, hein, mais c'est vrai que, ben, du coup, le retour en France, la relation entre nous 2, ça a été, très compliqué et moi, mon retour, je l'ai très mal vécu parce que j'avais l'impression qu'on m'avait forcée, en fait, à rentrer, qu'on m'avait, un petit peu, coupée dans mon élan, quoi. Sachant que mon premier retour en France, je sais qu'on avait dit qu'on se focus que sur le troisième, mais ça a un petit lien aussi avec le premier, c'est que mon premier retour en France, il s'est fait dans le contexte de la catastrophe de Fukushima. J'ai dû rentrer en catastrophe, c'est le cas de le dire. Donc j'avais déjà eu ce premier retour en France chaotique, vraiment totalement chaotique, où vraiment là j'avais été forcée pour le coup. Ce troisième retour en France, donc le retour du Japon, là le dernier, moi j'aurais aimé rester, mais on pouvait pas vraiment. Ça a été un peu un coup dur aussi pour moi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, le Japon et moi, c'est pas possible. Ça ne marche pas, quoi. C'est vraiment ce que je me disais à ce moment-là. J'ai eu un moment assez difficile sur le plan santé mentale à mon retour, quoi. Et ça veut dire que vous n'avez pas trouvé de solution de visa pour, tu sais, comme toi, tu avais un visa De travail. de travail rattaché. Tu sais, il y a des pays où tu peux rattacher ton conjoint sur ton visa de travail qui, lui, en fait, lui aurait permis de rester et peut-être de travailler, mais par l'intermédiaire de ton visa à toi et pas de son PVT. Exact. Alors on y a pensé, hein, évidemment. Moi, surtout moi, j'ai retourné la situation dans tous les sens. Le fait est qu'à l'époque, on n'était pas mariés. Aux yeux de l'État japonais, le concubinage, ça n'existe pas, hein, au Japon. Enfin, je pense pas dire de bêtises en disant ça, mais je crois que ça n'a pas de valeur légale, pas autant que chez nous. Donc en fait, pour l'État japonais, on n'était rien. Donc, je me suis même posé la question, bah, est-ce qu'on ne doit pas rentrer en France, se marier, et puis ensuite faire les démarches. Mais ce qui se passait, c'est que aussi mon conjoint, je vais en parler un petit peu parce que lui avait trouvé un métier qui n'était pas du tout dans sa branche de base. Il était cuisinier, ce qu'il adorait, mais il voulait vraiment retourner à un métier. Il est ingénieur de base et il voulait vraiment retourner à un métier d'ingénieur. Et il voyait bien que c'était pas possible au Japon pour plein de raisons culturelles, langue, marché du travail qui ne favorise pas. Mais c'était pas trop possible pour lui de trouver un métier d'ingénieur. Quand on en a discuté, j'étais d'accord pour pour faire ce sacrifice parce que à choisir entre rester toute seule au Japon ou rentrer avec lui, mon choix était fait, hein, et voilà, je le regrette pas. Mais c'est vrai que sur le coup, c'était dur, quoi. Parce que moi, je me plaisais au Japon, j'adorais mon job. Et même si ça a été compliqué au début d'être professeur de français sans, sans aucune expérience d'enseignement. Et donc pour finir de répondre à ta question, non, en fait, c'était pas possible du tout de le rattacher à mon visa, malheureusement. Oui, Il y avait à l'époque, comme c'était le Covid, il y avait des discussions comme quoi on pouvait prolonger un peu les visas, mais en fait, comme je l'ai dit auparavant, on avait déjà pris la décision de rentrer avant que la crise du Covid apparaisse dans les médias. Donc, merci de nous partager en toute transparence les circonstances un petit peu de ce retour et puis les raisons de ce retour. Donc, vous vous retrouvez tous les deux sur le territoire français. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe pour toi? qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, niveau logement, on n'a rien en France. Je sais que le logement, tu en parles assez souvent et c'est une question que beaucoup de personnes qui rentrent en France se posent, quoi. C'est parce que
c'est un des plus importants. Donc, retour chez mes beaux-parents. Eux, fort heureusement, ils ont une grande maison, donc voilà, on était pas mal installés. Puis on rentre en France en mai. On a pris un petit peu de temps pour nous, pour souffler un peu, voir un petit peu ce qui se passait avec le Covid, parce que on est rentré et 5 jours après, il y avait le déconfinement, mais c'était quand même toujours un peu spécial. Il y avait ces fameuses autorisations papier, on pouvait sortir 1 heure, bon bref. Donc voilà, le temps de revenir un peu dans le bain, sachant qu'au Japon, il n'y avait pas toutes ces restrictions. Il n'y avait pas de confinement strict, pas d'histoire d'attestation. Donc c'est vrai que pour nous, c'était un peu le choc aussi. Et puis très rapidement, on s'est mis à rechercher du travail pour dans l'objectif aussi de trouver un logement à louer, parce que c'est vrai que mes beaux-parents ont été très très gentils de nous laisser permettre de rester chez eux. Je pense qu'à arriver à un âge, on n'est plus trop fait pour vivre avec nos parents ou beaux-parents, et donc on avait besoin de notre espace à nous, quoi. Donc on a cherché du travail tous les deux. Au départ, j'avais longtemps hésité à trouver un poste de professeur de français langue étrangère, de FLE, mais n'ayant pas de diplôme et ayant seulement mon expérience, on va dire seulement, c'était un petit peu compliqué. Je voyais bien qu'il y avait besoin de diplôme, etc. Et puis surtout, l'urgence, c'était de trouver un travail rapidement. Donc j'ai été un peu, on va dire, à la facilité, dans le sens où j'ai repris un poste dans un peu le milieu dans lequel j'étais auparavant, qui était la mobilité internationale des étudiants. Et donc en mois d'août 2020, j'ai trouvé un poste dans une association pour envoyer des jeunes qui n'étaient plus scolarisés ni actifs, ni aucun statut, on va dire, pour les aider un petit peu à rebooster leur CV et leur permettre de faire un stage dans le cadre de Erasmus+, donc un stage à l'étranger. Et c'est dans ce contexte-là d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est génial, ça remonte, hein, ça remonte vraiment. Oui, oui, oui. Ouais, on s'était rencontrés dans une réunion visio de je sais plus trop quoi. Exact, exact. Donc au final, j'ai pas mis trop longtemps à retrouver un travail. Pour être honnête, le mental n'était pas là, en fait. Et ce travail-là, je l'ai pas gardé très très longtemps finalement. Je pense que ça a joué aussi, le fait que j'ai eu des gros questionnements à mon retour en France. Je pense que ça a joué un peu sur tout ça, et ouais, voilà. Est-ce que tu penses que c'est le fait de ne pas avoir digéré, entre guillemets, ce retour qui était un peu contraint, que du coup, sur la durée un peu, enfin, ça a pris du temps finalement pour que tu puisses te remettre et accepter la situation et peut-être aller mieux aussi au travail? Oui, totalement. En fait, c'est vrai que le sujet de l'état de santé de la personne après le retour en France, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, en fait, enfin, à part toi qui en parle quand même. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, et j'ai récemment vu une vidéo que je t'ai partagée d'ailleurs, d'une youtubeuse qui était rentrée de Corée du Sud, et qui vraiment mettait les mots sur des choses que j'ai ressenties plusieurs fois. Ouais, je pense qu'en plus, quand on a eu un retour un peu difficile comme moi, ouais, ça met longtemps à se remettre et à tout simplement accepter, en fait, la situation. Au final, je suis rentrée, la situation, elle était telle qu'elle était, je pouvais rien y faire, c'est tout. On n'a pas de baguette magique, on peut pas retourner en arrière. Il faut avancer, il faut accepter, oui, qu'on n'est plus au Japon, et c'est un peu dur. Et je pense que ça prend du temps, ouais. Et si je devais donner un conseil à toutes les personnes qui rentrent, pas forcément qui ont un retour chaotique, mais n'importe quelle personne qui rentre, c'est que il faut se laisser du temps, ouais, d'accepter qu'on n'a plus cette vie à l'étranger, quoi. Et pour moi, oui, du coup, ça a pris du temps, et c'est vrai que je pense que c'est ça qui m'a pas contribué au fait que j'étais pas à fond dans le boulot, quoi. Et tu penses que cette acceptation, ça a mis combien de temps à peu près à se mettre en place, à ce que tu acceptes la situation? Ouais, c'est rigolo. J'en ai discuté avec une collègue récemment, qui était rentrée d'Islande. On en discutait et elle me posait exactement la même question. Je pense que ça dépend des gens. Pour moi, on est rentré en mai 2020. Je pense que ça a pris bien une bonne année, ouais, pour complètement accepter
que j'étais, rentrée et plus me dire: «Ah, mais si je fais ça, je peux peut-être retourner au Japon. Si je fais ci, je peux peut-être retourner au Japon». Voilà, ça revenait, de manière cyclique ces questions-là. Je pense que ouais, ça a pris 1 an, 1 an et demi. Le moment où j'ai retrouvé un autre travail que celui que j'ai actuellement, c'est là où vraiment j'ai commencé à vraiment aller de l'avant, on va dire, et plus regarder en arrière. En tout cas, pas regarder en arrière de manière amère. Maintenant, je suis contente de penser au Japon. Et par rapport à ton conjoint, ça a été quoi votre relation à l'arrivée en France et la suite en fait? Comment vous avez réussi à, toi, tu as réussi à mettre de côté cette rancœur un peu que tu avais? Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez discuté? Est-ce que vous avez eu chacun besoin de votre espace à un moment donné? Enfin, comment vous avez géré ça? On communique beaucoup, on communique énormément et moi, je lui communiquais vraiment, en transparence comment je me sentais, en fait, et je lui ai dit clairement comment je ressentais tout ça. Je lui ai dit que j'avais de la rancœur, c'était difficile pour moi, et lui est très compréhensif, donc bah, ouais, on en a pas mal discuté. Il y avait pas vraiment de solution, hein, à tout ça. Je pense qu'il a essayé de me convaincre qu'on pouvait avoir une belle vie en France, et c'est le cas. Voilà, ça a pris du temps aussi, beaucoup de conversations, plus ou moins, houleuses. Oui, bah, oui, je pense qu'on s'est disputés des fois, mais ouais, beaucoup de communication, beaucoup de discussions, autour de ça. Il m'a encouragée. En fait, je pense que c'est aussi dû à peut-être un manque de confiance, en moi, et lui m'a aidée aussi à rebooster cette confiance en moi et à me dire: «Ben, tu vas y arriver, tu vas trouver un job qui te convient, on va trouver un logement, et on va avoir une vie, heureuse en France, tout en ayant cette part de Japon qui est là, puisque, ben, j'ai eu un déplacement, au Japon avec mon travail. Donc voilà, j'arrive à y retourner, quand même, c'est pas fermé, on ira plus jamais, quoi. Non, non, ça reste là, quoi, ouais. Ouais, bah, en tout cas, bravo pour ça parce que je pense qu'il y a des couples qui surmontent pas, ce type de situation peut-être. Mmh. Oui, 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 je pense. En tout cas, c'est pour ça que je me permettais de poser la question, parce que je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu, peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous écouter qui peuvent être dans ce genre de situation. Mmh mh. Et donc, bah voilà, aujourd'hui, donc après ça, vous vous êtes mariés, maintenant vous êtes parents. Ouais. Je me permets de le mentionner aussi parce que je pense que du coup, c'est assez chouette de voir, voilà, quand on se fait confiance et quand finalement, je pense qu'il y a beaucoup d'amour derrière tout ça malgré, comme tu dis, bah, ces disputes qu'il y a pu y avoir et cetera. Il y a quand même beaucoup de compréhension, il y a quand même beaucoup de bienveillance, de communication, d'amour qui fait qu'on arrive à surmonter ça et comme là, tu l'as très bien dit, finalement à garder ce lien avec le Japon différemment, même si on n'y vit pas, quoi. Exactement, ouais. Oui, oui, je pense que c'est ça, c'est ouais, voilà, la confiance en chacun, l'écoute, la patience. Pourtant c'est pas vraiment, un mot qui me qualifie, vraiment. Je suis pas quelqu'un de très patiente, mais pour le coup, bah, je me suis découvert finalement quand même, patiente. Puis, ouais, l'amour, beaucoup d'amour, beaucoup ouais, de compréhension. Et oui, c'est vrai je pense qu'on a réussi maintenant à voilà, à avoir, notre vie en France et garder cette part de Japon, et aussi je pense que nos proches nous reconnaissent un peu maintenant notre expertise un peu, Japon, et du coup c'est ça aussi qui nous aide à garder ce lien. C'est que, ben, finalement pour tous nos proches, nos amis, on reste, le couple qui est parti au Japon, quoi, les fous. C'est rigolo. Ouais. Est-ce que tu te souviens au bout de combien de temps vous avez trouvé un logement et vous vous êtes, installés, plus, durablement en France, tous les 2 ensemble dans votre cocon à vous? Oui, alors, bah, finalement, le logement, ça a pris quand même, pas mal, de temps, parce que moi, j'ai trouvé un travail. Donc pour remettre, en contexte, on est rentré en mai 2020, j'ai trouvé un travail en septembre 2020, enfin août-septembre. Mon conjoint a trouvé un travail en novembre. Du coup, on a, trouvé notre logement qu'en décembre. Donc ça a pris, un peu plus de 6 mois. Et c'est vrai que ça peut paraître long, parce que, bah, pendant toute cette période-là, on vivait, chez mes beaux-parents, donc les parents de mon conjoint. C'est pas évident. Et alors pourquoi on a mis aussi longtemps? Bah, parce qu'on voulait attendre d'avoir tous les 2
un travail pour trouver un logement, un peu sympa, quoi, donc c'est vrai qu'on a pris notre temps. Je pense qu'on aurait pu, trouver, plus rapidement. C'est juste que nous, on a pris la décision de pas le faire et puis on avait quand même Solution déjà. un toit au-dessus de notre tête malgré tout, donc voilà. Et mes beaux-parents nous avaient dit, bah, voilà: «Vous pouvez rester, tant que vous voulez, il y a pas de souci», donc voilà, c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir nos familles qui nous entourent, quoi. Oui, puis vous avez pris votre temps et des fois, c'est bien aussi de prendre son temps quand on Ouais. peut ou quand on a cette option-là. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que je le dis souvent, quand on a notre famille qui nous soutient, qui nous tend la main, et comme là, ça a été pour vous le cas au début, même si c'est pas toujours facile, c'est quand même des situations qui sont, qui peuvent être confortables sur certains points, dans le sens où bah voilà, des fois on est hébergé gratuitement et ben ça permet voilà, de faire attention à ses finances aussi. C'est pas toujours le cas, mais des fois ça dépanne pendant un mois, 2 mois. Vous, ça a été le cas pendant plusieurs mois. Donc et puis après voilà, des fois quand on rentre, on est aussi isolé. Donc là, mine de rien, ça fait que vous avez quand même un entourage soutenant autour de vous. Donc dans certaines situations, ça peut quand même aider à ne pas s'isoler, à rester en lien avec l'autre, à sortir, à faire des activités. Enfin voilà. Ouais, 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 je suis totalement d'accord. Et aussi, bah, se réancrer sur la réalité française de la France, en fait. Parce que c'est vrai que, comme je le disais, c'est rentrer en France, c'est toujours un peu difficile de se remettre. Nous, on a vécu des choses à l'étranger que notre famille n'a pas vécues. C'est une phrase vraiment bateau, mais ils ne peuvent pas comprendre et ils peuvent pas s'identifier, en fait. On nous demande un peu de vite nous réancrer dans la réalité de la France, qui est le pays dans lequel on rentre. Donc bah, c'est vrai que ça nous a aussi permis de faire ça, de vivre, revivre avec mes beaux-parents, bah, revivre la vie de tous les jours, quoi, en France. Puis ouais, je pense que oui, c'était bien de pas être isolé parce que, bah, les moments où on était un petit peu, pas très bien, mon conjoint et moi, alors les moments où moi j'étais pas très bien, mon conjoint pouvait me soutenir, mais lui, qui le soutenait? Enfin là, pour le coup, il y avait aussi ses parents qui étaient là, il pouvait aussi discuter avec eux. Enfin, évidemment, j'étais là aussi pour le soutenir, hein. Mais c'est vrai que c'était plutôt dans un sens, quoi, donc Qu'est-ce que c'est concrètement de rentrer vivre en France après avoir vécu dans un pays comme le Japon, où culturellement c'est quand même très différent de chez nous? Comment on fait pour se réadapter? c'est une bonne question. Je pense que ce qui est le plus important, comme je le disais, il y a c'est assez subtil, mais il y a beaucoup de petites choses différentes dans la manière de vivre, dans les us et coutumes. Et qui est difficile, on va dire, c'est se remettre sur l'horloge française, dans le sens où ouais, les repas, on prend le métro en France, on est tous serrés, les gens parlent au téléphone. Au Japon, en tout cas en heure de pointe, les Japonais ne parlent pas du tout dans le métro, par exemple. Ça amène un petit peu, des fois, on peut être agacé par ces choses-là. Et puis, bah, je pense que tout le monde l'a vécu, mais on peut pas s'empêcher de comparer. Tout le monde a déjà eu cette phrase de: «Ah bah ouais, mais dans tel pays, ah bah c'était pas comme ça, hein». Et ouais, bah, on peut pas s'empêcher de le faire, mais je pense que c'est sain aussi de le faire. Ça nous aide, en fait, à nous réancrer dans le quotidien. Maintenant, comme je le disais juste avant, c'est vrai que les personnes qui ne nous ont pas vus, vivre dans notre pays, d'accueil, on va dire, nos proches qui nous ont pas vus vivre au Japon, ils peuvent pas trop comprendre. Et ils ont l'impression qu'on est juste, des râleurs, des bons Français râleurs, mais c'est pas le cas. Je pense que c'est juste une manière à nous de nous réhabituer, quoi. Mais c'est vrai que qu'est-ce que c'est de rentrer en France après le Japon? Ouais, c'est se réhabituer à de la politesse qui est pas la même, dans les 2 sens, hein. C'est pas que dans un sens, hein. Je sais que le Japon a cette image d'être un pays hyper poli, bien sûr, mais par exemple, quand on rentre dans un magasin, on tient pas la porte à la personne derrière.
Au Japon, c'est très, il y a un côté un peu individualiste dans ce sens-là. En France, si on tient pas la porte à la personne derrière, on est vu comme un horrible, quoi. C'est pas très bien vu, quoi. Donc plein de petites choses comme ça. Le fait de se saluer aussi, c'est vrai que la bise, pour moi, ça fait des années que j'ai pas fait la bise parce que il y a eu le Covid, bon ça a aidé on va dire, mais non, au Japon, on fait plus du tout la bise, on se serre même pas la main en fait, on se salue, au passage piéton quand on nous laisse traverser en fait, on salue et en France, on le faisait aussi du coup par réflexe, donc c'est un peu ridicule mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Ouais, après il y a tout ce qui implique, la recherche de travail. Là, c'est aussi totalement différent, seulement 1 année, ça va. C'est pas si difficile que ça de se remettre dans le bain. Mais c'est vrai qu'il faut se réhabituer à la manière de fonctionner, à la française, c'est-à-dire, le CV, c'est pas le même. La lettre de motivation, on parle pas des mêmes choses en fait. On met pas en avant les mêmes choses quand on recherche un emploi au Japon que, en France. La recherche de logement aussi, c'est pas du tout la même chose en fait. Quand on est, étranger au Japon, déjà c'est beaucoup plus compliqué. En France, finalement, on connaît, on sait où chercher ce genre de choses. Donc, un choc culturel inversé quand même, ouais, qui s'opère en revenant d'un pays comme le Japon. Ouais, c'est clair. Quelle est selon toi la plus grosse difficulté que tu as réussi à surmonter? La plus grosse difficulté, je dirais, c'est ce dont je parlais juste avant, surmonter le. L'acceptation? Ouais, voilà, ouais. La difficulté que j'ai eue à accepter, d'être rentrée en France, ça, c'est le plus gros, ouais, challenge que j'ai pu surmonter, ouais. Même si ça a pris du temps, maintenant, je peux dire que je suis quand même fière d'avoir pu, surmonter ça. Je sais pas s'il y a des personnes qui le surmontent jamais. Je pense que si, en fait, au bout d'un moment, on le surmonte. On reste pas, 20 ans, 30 ans à se lasser, de plus être au Japon, je pense. Enfin, je pense que ça tout le monde le surmonte. Maintenant, c'était un vrai défi pour moi, donc du coup, ouais, je suis fière de l'avoir fait, de l'avoir surmonté comme ça. Est-ce que tu as demandé de l'aide psychologiquement pour traverser ça ou est-ce que tu as fait ça seule? Au début, j'ai traversé ça seule. On va dire que mon conjoint était là quand même malgré tout pour moi, mais j'avais pas forcément demandé d'aide, professionnelle, on va dire. Ouais, 1 an quand un peu moins d'1 an quand je voyais que ça passait pas, que j'arrivais pas trop à surmonter ça. Là, j'ai bénéficié d'une aide. Oui, j'ai été voir un psychologue qui est pas forcément spécialisé, dans le retour en France, on va dire, des expatriés, mais voilà, qui m'a aidée. Avec le recul, quel regard portes-tu sur ce retour en France? Je dirais que c'est un bon souvenir. Enfin, comment dire? Je garde que le positif de ce que j'ai vécu au Japon. Et c'est vrai que même des fois, je me dis: «Ah, après pourquoi pas, un jour retourner au Japon, avec notre famille, maintenant, avec notre fille, pourquoi pas un jour, s'y réinstaller?» Et puis, mon conjoint me dit: «Ouais, mais attention, toi, tu penses à tous les bons moments, mais oublie pas aussi toutes les difficultés. Est-ce que tu aimerais revivre aussi les difficultés qu'on a eues?» Le regard que je porte sur mon retour en France, c'est, l'expérience que j'ai eue au Japon qui a été bénéfique, qui m'a aidée, sur plein d'aspects qui peuvent paraître vraiment anodins, mais sur, se découvrir soi-même, se surpasser soi-même, enfin sortir, c'est un peu bateau, mais sortir de sa zone de confort. Même si on connaissait déjà le Japon, partir comme ça, sac à dos, sans job, sans logement, connaître, quelques personnes, mais pas tant que ça, c'était quand même un gros challenge. Je suis fière de mon expérience au Japon et même si ça a été difficile le retour, je regrette pas. Je regrette pas, du tout, toute cette aventure. Et alors maintenant, 4 ans après être rentrée, comment tu Mmh. te sens aujourd'hui dans cette nouvelle vie, enfin dans cette vie que tu as en France? Je suis très heureuse, dans ma vie.
vie. Je travaille dans une université dans le Nord depuis 3 ans. Ça se passe très bien. Voilà, on a avancé aussi dans notre vie personnelle. On s'est mariés, on a eu notre petite fille, on a acheté une maison aussi. Donc c'est vrai que là actuellement, je suis bien dans ma vie. Et comme je le disais, j'arrive quand même à garder ce lien avec le Japon. Je prends toujours des cours de japonais. Enfin, pas cette année, mais bon, voilà, je garde ce lien avec la langue japonaise. Je fais aussi une fois par an, je fais une petite formation interculturelle France-Japon dans une école d'ingénieurs. Je garde contact avec mes amis au Japon, enfin autant que je peux, même si c'est voilà parfois compliqué. J'y suis retournée dans le cadre de mon travail. Donc voilà, j'arrive à garder le Japon avec moi. Et ça c'est important pour moi parce que malgré tout, j'ai laissé une partie de moi là-bas. Et ouais, je veux le garder. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, merci pour le partage qui est positif, hein, finalement, même malgré les difficultés qu'on rencontre Mhm. par un retour, voilà, en se donnant du temps, en demandant de l'aide parfois, et puis en restant positif et puis en étant entouré aussi, les choses rentrent dans l'ordre. Donc, félicitations à vous pour tout ça. Est-ce que tu veux donner un conseil ou nous dire un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent? Je dirais que si des personnes hésitent à partir comme ça en PVT, malgré les difficultés que j'ai mentionnées, je dirais faut pas hésiter. Enfin, c'est vraiment une expérience unique en fait. On vit, alors certaines personnes le vivent plusieurs fois, mais dans des pays différents. Donc, enfin, chaque expérience dans tous les cas, même si vous retournez 3 fois au Japon ou 3 fois en Australie, chaque expérience est différente. Donc, moi, j'encouragerais vraiment toute personne qui hésite à le faire. Et pour toutes les personnes qui rentrent en France ou qui vont rentrer en France et qui posent un peu des questions, qui ont peut-être les mêmes difficultés que moi j'ai eues, qui rentrent dans un contexte un peu compliqué, tout passe. Pas des fois, c'est pas vraiment ce qu'on veut entendre, mais le temps fait son travail et c'est difficile sur le coup, mais sachez que vous surmonterez à un moment et il faut pas hésiter à demander de l'aide à Magali, psychologue, à la famille, si vous le pouvez, à vos amis. Je sais que mes amis aussi ont été vraiment un gros moteur puisque bah, on était éloignés d'eux pendant 1 an et on était vraiment heureux aussi de les retrouver. Donc ouais, c'est pas hésiter à demander de l'aide. On n'est pas faible parce qu'on demande de l'aide. C'est juste que voilà, on en a besoin à ce moment-là. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Vous aviez du coup pris la décision de rentrer. Est-ce que vous vous êtes préparé à ce retour ou comment vous aviez abordé les choses à ce moment-là? Ou est-ce que vous êtes rentré en mode bon bah c'est bon, on était parti qu'un an et demi. On va dire, un entre-deux. Un entre-deux. On s'était un peu préparé parce qu'on avait déjà pris la décision. Donc, voilà, tout ce qui était vraiment logistique, etc. Quitter le logement, savoir où on allait loger. On s'était préparé. Choc culturel, non, on s'était pas du tout préparé parce que bah ouais, on rentre du Japon, c'est bon, ça va, on l'a déjà fait, ça va aller. En fait, non. Plus ou moins, on va dire. Ça, et puis la recherche de travail, je pense qu'on n'était pas très bien préparé dans le sens où tout ce qui était préparation de CV, lettre de motivation, on savait le faire, mais on n'était pas prêt dans le sens où on s'était pas imaginé mettre autant de temps, en fait, à retrouver et on pensait pas que ça allait prendre autant de temps. On se disait que on était peut-être un peu trop optimiste et on se disait, bah c'est bon, c'est du tout cuit. Ça que je dis et redis encore qu'il faut anticiper. La recherche d'emploi, on peut l'anticiper. S'il y a vraiment un point à anticiper, c'est vraiment celui-ci. Et ça, quand on peut, ben, on peut lancer ces démarches de recherche d'emploi en France tout en étant à l'étranger. Parce que du coup, vous, par exemple, en rentrant avec un travail l'un ou l'autre, ça vous aurait permis peut-être de prendre le logement plus rapidement. Par Ouais, exemple. oui, oui. Bon, après, c'est tout, hein. L'idée, c'est pas de refaire le truc, mais l'idée, c'est quand même Non. des clés pour les personnes qui vont nous écouter. Voilà, on fait toujours de toute façon comme on peut, avec Ouais. les éléments qu'on a à ce moment-là, à l'instant T, quand on va rentrer. Mais sachez vraiment que la recherche d'emploi, quand on arrive à l'anticiper, ça permet vraiment de sécuriser le reste. Donc,
Comme l'a dit Estelle, la préparation, elle est indispensable. Enfin, j'ai créé pour la communauté de nombreux outils pour vous aider. Vous avez un livret gratuit du retour en France que vous pouvez télécharger, qui se trouve dans la boîte à outils sur le site internet. Pour ceux qui sont dans des questionnements de je rentre, j'y vais pas, vous avez un quiz qui est complètement gratuit avec une liste de questions qui vous aide justement à prendre la bonne décision. Donc, pour toutes les personnes qui sont un peu dans cette situation, n'hésitez pas à faire le quiz, ça va vous aider à y voir plus clair. Et puis après, vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir les lettres du retour en France avec des conseils, les événements que j'organise pour la communauté, les accompagnements qui vont se mettre en place au fil de l'année pour ceux qui pourraient avoir besoin. Voilà, toutes les informations que je peux partager, l'actualité sur le retour en France, je les partage dans ces lettres du retour en France. Donc abonnez-vous aussi, c'est gratuit. Et puis moi, je reste disponible pour vous aider dans vos projets de retour en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc écrivez-moi, prenez rendez-vous gratuitement. Le premier rendez-vous est offert et on pourra en discuter ensemble. Et Estelle, j'ai encore une question qui me vient. Donc, tu es rentrée en France 3 fois. Moi, je suis rentrée en France 3 fois aussi. Est-ce que tu as vu des différences entre tes 3 retours en France? Et est-ce que, très brièvement, pour terminer, tu veux nous dire un petit peu comment c'est, enfin, les 3 départs et les 3 retours pour qu'on comprenne mieux? Oui, premier départ, c'était en échange étudiant, donc assez cadré, donc pas de soucis particuliers. Premier retour, extrêmement chaotique puisque, retour, pendant la catastrophe de Fukushima, donc obligée de rentrer, mes parents qui étaient, extrêmement angoissés. Donc ça a été un départ, vraiment à la va-vite. Ça a été un très, très gros choc pour moi et avec du recul, en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait une dépression après ce retour. Sur le coup, je savais pas ce que c'était, mais voilà. Donc pas fun. Le deuxième départ, c'était pour Liverpool en Angleterre, toujours dans le cadre d'un échange. Donc pareil, encore encadré. Là, j'ai vécu une année, donc c'était 1 an d'échange, une année géniale. J'avais des colocs avec lesquels ça s'est super bien passé. Ce second retour a été difficile parce que on doit clôturer un chapitre comme toujours, mais beaucoup plus fluide en fait. C'était préparé. Je savais ce que j'allais faire après. Je savais à quel jour j'allais rentrer, voilà, etc. Donc vraiment beaucoup plus fluide et beaucoup plus carré. Voilà, j'ai fermé ce chapitre, on va dire. Le troisième, bon, j'en ai déjà pas mal parlé là. C'est donc départ. On avait établi une date à laquelle on voulait partir avec mon conjoint. Donc départ assez préparé puisqu'on avait déjà notre logement avant de partir. On avait déjà trouvé un logement avant de partir. Si des personnes sont intéressées, je ne sais pas si cette agence existe encore, mais on avait trouvé via une agence qui est un peu spécialisée pour les étrangers. Pas de travail, mais ça, c'était un peu le but de notre départ. Pas trop mal au final. Et troisième retour, comme je l'ai dit, à moitié préparé. Mais c'est parce que à l'époque, c'est pas Magali. Donc voilà, mais j'aurais aimé, ouais, je pense que j'aurais bien aimé pouvoir te connaître à cette époque-là. Je pense que ça m'aurait vraiment beaucoup aidé, ouais. Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup pour ton temps et les informations que tu as bien voulu nous partager. Félicitations encore à toi pour tout ce que tu as pu mener ces dernières années depuis que tu es rentrée, d'avoir été avec nous. Et puis, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des cœurs, à soutenir notre épisode et puis à partager autour de vous parce que ça nous fait plaisir. Et puis, ça nous aide aussi. Ça aide à faire connaître le podcast. Et puis, si vous voulez laisser un message pour que vous voulez partager à Estelle, eh ben, envoyez-le moi directement sur les réseaux sociaux ou par mail et je lui partagerai par la suite. Merci à tous. Merci Magali, merci beaucoup pour ton invite. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!